Nous, on a déposé nos valises en Côte d'Ivoire et nous sommes vraiment encore, je vous le reprécise, très contents d'être ici. Alors, nous sommes au siège du COJEP et c'est un établissement qui est là depuis 2020 ici. Mais le COJEP est un parti politique depuis 2015. C'est cela. Ça vous fait quoi quand vous faites un bilan un peu des choses? Ça vous fait quoi? Vous vous asseyez dans votre bureau, vous dites quoi? Non, le COJEP a suivi et continue de suivre le processus normal de l'évolution des choses. Il faut savoir que le COJEP a été créé en 2001. D'abord en tant que groupe de pression. Un mouvement, oui. Ensuite, il devient mouvement politique en 2013. Vous voyez? Et puis en 2015, pendant que je suis en prison, les camarades le transforment en parti politique. Ils prennent un siège ici. Ce bureau dans lequel nous sommes, personne ne pouvait entrer ici. Il disait c'est le bureau du président. Pourtant, au moment où il le disait, rien ne présageait que je viendrais ici. C'est une preuve suffisante de loyauté, mais de foi dans les convictions. Je suis content du chemin qu'on a fait. Voilà. Et s'il y a la foi à chercher, s'il y a la conviction à chercher, il ne faut pas les chercher ailleurs. C'est au COJEP. Alors, vous aviez dit que quand on faisait ces bureaux, vous n'étiez pas là. Non. Comment avez-vous trouvé la déco? Avez-vous retouché quelques trucs? C'est très joli en tout cas. C'est de l'entrée jusqu'à votre bureau même. Tout est bien fait, tout est bien... Merci. Vous avez fait les choix des meubles, de quelque chose ici? Non, je ne pouvais pas choisir à mon absence. Vous n'étiez pas là. Voilà, j'ai été coiffé à mon absence. On m'a même pas demandé quel genre de coiffure je voulais. D'accord, vous Mais n'avez bon, pas non plus toujours est-il que j'apprécie ce qui est là. D'accord. Et même si vous ne l'aviez pas apprécié, moi je l'ai pris tel que je l'ai trouvé là. D'accord. Tout ce que j'ai ajouté, c'est juste ce diplôme que j'ai déposé là depuis hier. Executive Master. Voilà, en gouvernance et en relations internationales. C'est tout ce que j'ai déposé là. Le reste, je l'ai trouvé en place. Et j'apprécie beaucoup la démarche des camarades que je voulais ici féliciter. Super. Je leur dois beaucoup. Ceux qu'il faut féliciter, ce sont des camarades qui vous accompagnent au quotidien. À quoi ressemble un quotidien quand on est Charles Blé Goudé? Quand on est Charles Blé Goudé, on se réveille d'abord à 6 h, très tôt le matin, à 6 h. On écoute les différents journaux, radio, réseaux sociaux, on fait un peu le tour. Et puis, on se rendort vers 7 h. Voilà. Et puis, on commence la journée vers 10 h pour se coucher vers 2 h du matin. Vous êtes plus thé ou café? J'étais café à un moment donné, mais pour me poser moi-même, je suis maintenant thé. Super, bah écoutez. Voilà, je suis thé. Et au petit déjeuner, on prend quoi? On ne prend pas de petit déjeuner avant de sortir? Non, je suis pas petit déjeuner. Même pas un garba ou bien... Non, bon... le garba... En fait, le garba, est-ce qu'on le prend au petit déjeuner, le garba? Quand il y a une longue journée, oui, quand je sais que c'est parti vraiment, sans qu'il y ait une pause, je prends le garba. Voilà. Super. Bah, mais le garba, vous voyez, quand on le sert à la maison, ce n'est pas le garba. Ah. Le garba, il faut aller chez Azibaboul. Azibaboul, c'est le petit Aoussa, Côte d'Ivoire, qui vend le garba. Alors, vous savez, il met un peu d'huile dessus. Toi-même, tu lui dis, mets un peu d'oignon. C'est un peu tout ça. L'huile un peu noire. Ah, j'ai pas goûté ça. Mais c'est ça, le garba. Il y a la tchéké et puis il y a le garba. Vous pouvez vous le permettre d'aller chez le petit musulman du coin pour avoir votre... Vous pouvez ça, vous le permettre en une journée? Non, c'est compliqué. C'est devenu un peu compliqué. Même quand on va au restaurant, c'est devenu un peu compliqué. Mais bon, souvent, je peux y aller, mais il faut prendre juste quelques précautions. Quelques précautions. Parce que bon, vous êtes en train de manger, tout le monde vous regarde. Exact. Ça ne fait pas bien. On peut filmer et mettre sur Internet. Voilà. Puis tu vas voir Monsieur le Président dans son garba. Non, ça ne me dérange pas par contre. D'accord. Non, parce que moi, j'assume mon africanité. Super. Moi, j'assume ça. Comme ils vont en train de manger du garba, c'est à nous de valoriser ce qu'on a. Exact. Parce que le problème de l'Afrique, c'est ça. Quelqu'un serait fier qu'on le filme en train de manger des nems. Mais moi, je ne suis pas chinois. Ouais. Moi, je suis africain. Donc, je suis fier qu'on me voit en train de manger du ndolé, et ça, ou du garba, ou du riz, ça ne me dérange pas. La sauce jaune. Tout à fait. Et c'est pas... Quand je le disais, je pensais plus au branding. Quand on a été ministre et qu'on est président d'un parti, on a un parcours
exceptionnel, brillant. On est populaire comme vous l'êtes parce que vous n'appartenez pas qu'à l'Afrique. Et on va en parler dans cette émission. Déjà, je tiens à dire que cette émission, en fait, a pour but de rapprocher les personnalités du public africain en montrant la complexité de leur quotidien, mais aussi en rapprochant le public de l'humain, du papa, du père, du fils, du Saint-Esprit un peu. On va un peu parler de religion, mais aussi de l'époux, du parent et voilà, de l'ivoirien. Donc, c'est un peu ça le concept de l'émission. Donc, avec vous, on s'est déjà installé, on est déjà parti, mais on va aller crescendo. D'accord. Donc, on va commencer par ce quotidien, on en parlait. Moi, je parlais du branding quand je disais vous affichez en public en train de manger. Est-ce que quand on a un parcours comme le vôtre et le statut que vous avez, on tient quand même un peu à son branding, à la qualité de l'image qui doit fuiter, ou bien à la position qu'on doit avoir dans la rue, ou bien vous, ça va? Non, moi je suis naturel. Ouais. Moi je suis naturel. Je veux pas être le produit d'une conception de communication. D'accord. Ce n'est pas moi qui m'adapte à la communication, c'est la communication qui s'adapte à moi. Super. Voilà. Et ça ne peut pas être aussi dû au fait que vous êtes quand même le président des jeunes, très proche de la jeunesse. Est-ce que ça ne vous permet pas d'être moins sérieux, un peu plus détendu? Oui, parce que moi, je ne veux pas être étranger à ma génération. Ouais. Voilà, je ne veux pas que la politique me transforme. Et donc, je veux vivre le quotidien des jeunes, je veux être moi-même, je veux être un président normal pour parler comme l'autre. Ce qui veut dire que je ne prends pas beaucoup de précautions. Je vais au shop, je vais au supermarché, je vais même dans le marché, je vais au champ. Les gens me voient souvent dans mon champ en train de cueillir mes aubergines. Il y a d'autres qui me disent, mais écoute, non, tu es président, attention. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Voilà. C'est vrai, c'est bien. Alors, ce que vous n'arrêtez pas, c'est, comme vous l'avez dit, hein, le travail au quotidien. Et on parlait de cet entourage professionnel. Alors, au COJEP, c'est structuré comment? Vous êtes le patron, il y a des... ça se structure comment avec le COJEP? Non, ici, il n'y a pas de patron. Ouais. Et je suis le président. Et j'ai des vice-présidents qui m'accompagnent dans ma tâche. D'accord. Après, on a un secrétariat général. Non, il y a un secrétaire général qui a des secrétaires généraux adjoints, Ouais. ainsi de suite, jusqu'au militant de base. D'accord. Et puis, en dehors de cela, moi, j'ai un cabinet qui m'accompagne dans les réflexions et autres pour m'aider à travailler, à préparer ce que je dois faire. Ouais. Voilà ce que c'est que le projet. On est représenté à l'extérieur aussi, en Afrique, parce qu'avant tout, il faut savoir qu'on est un mouvement, on est un parti panafricain. Oui. Donc, on est représenté en Afrique, on est aussi représenté en Europe, Ouais. on est représenté aux États-Unis, on est représenté voilà, un peu partout. Votre entourage, vous l'avez dit, est constitué de pas mal de personnes. Ça, c'est l'entourage au niveau du COJEP, mais vos tâches vont au-delà de ça. Tout à fait. Donc, et au-delà, il y a d'autres équipes. Ça fait beaucoup d'équipes. Hein? Non, il y a d'autres équipes, parce que moi, d'abord, c'est vrai que je suis président du COJEP, mais vu le parcours, je suis beaucoup ouvert. Je parle à la Côte d'Ivoire pluriel, donc j'ai d'autres amis, par exemple, pour aller jouer au Maracana. Le Maracana, c'est ce qui se joue... Le 2-0, là. Voilà. Du football. C'est ça. Moi, je joue ce football qui se joue sur un espace réduit qu'on appelle le Maracana. Pour aller là-bas, je ne vais pas avec une directrice de cabinet ou avec... Non, j'ai mes amis avec qui on va jouer au ballon. Au ballon. Voilà. J'ai mes amis avec qui je vais au champ. Vous voyez? Ouais. J'ai mes amis avec qui je dois aller à un concert Zouglou, par exemple. Parce qu'avant tout, je suis Zouglou. C'est une musique qui a impacté, influencé beaucoup ma jeunesse estudiantine et scolaire. Des Camerounais donc, aussi et des Africains. Hein, donc, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'équipes. Très Zouglou, donc il y a beaucoup d'équipes. Et pour être concentré et gérer toutes ces équipes-là, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, ça ne demande pas beaucoup en termes de ressources aussi? Si, ça demande beaucoup d'énergie, mais quand vous faites ce que vous aimez, il n'y a plus d'efforts à faire. D'accord. Voilà. Vous direz qu'aujourd'hui... Quand vous avez une passion... Moi, j'ai vu ma passion, donc je ne fais pas d'efforts. Ah, voilà, j'ai fait mes meetings, j'ai fait mes rencontres. Des collaborateurs me demandent, mais comment tu fais? C'est ça la question. Il y a un avec qui j'ai discuté hier, lui, il est en France. Je suis arrivé il y a quelques jours. Il me dit, mais chef, écoute, tu as laissé ta vitamine là. Donc, j'ai fait exprès pour cacher ta vitamine. Et parce que je me suis dit que j'allais être un peu fatigué. Je me suis dit que c'est ce que tu prends et puis tu tiens. Ah. Et donc, j'ai bu, mais ça n'a rien changé du tout. Je suis tombé malade après tout ça. J'ai dit, non, tu vois, moi, j'ai vu ma passion. Moi, je peux aller d'un endroit à un autre. Je suis éveillé jusqu'à 2 h du matin. Et je me réveille à 6 h. Parce que j'aime ce que je fais.
C'est fou. Et vous avez la même... la tête ne change pas. On a le président depuis des années, on a l'impression que le temps passe, mais lui, il reste intact. C'est pas les vitamines, c'est peut-être le thé. C'est quoi le miracle? Qu'est-ce qui se passe avec cette terre? Non, mais l'extérieur est le reflet de l'intérieur. D'accord. Est-ce que vous êtes en harmonie avec votre conscience? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce que vous pensez? Est-ce que vous n'êtes pas le faux? Quand vous avez une joie intérieure, elle rejaillit tout de suite sur votre physique. Ouais. Voilà. Même quand j'étais en prison, pour ceux qui ont eu l'habitude de venir me rendre visite. Il y avait toujours ce... Non, mais moi, je me sape le matin, puis je suis assis là. Non. Et puis, voilà, quand je partais à l'audience, à la Cour pénale internationale, tel jour, je porte des tenues camerounaises. Ça, on a quand même camerounaises, tel jour, des tenues sénégalaises, tel jour, des tenues... Voilà. Moi, je partais pour mettre l'Afrique en valeur. On va parler de cette période carcérale, on va un peu en parler, un peu beaucoup même, plus pour édifier sur ce que c'est un parcours avec un impact et surtout des moments difficiles comme des moments que vous avez eus, on va en parler. On va aussi aborder un peu votre relation avec les réseaux sociaux, mais là on reste sur votre cercle professionnel pour demander quel type de président êtes-vous. Un peu difficile, rigide, c'est vrai que vous avez parlé de votre joie de vivre, mais professionnellement il doit avoir quand même un peu de rigueur pour que tout tienne. Non, mes collaborateurs savent faire la différence. D'abord, je ne veux pas que le milieu du travail soit un milieu trop stressant. Ouais. Donc, je ne suis pas celui qui met toutes les pressions sur ses collaborateurs. Il faut d'abord les sensibiliser à la tâche et à la responsabilité qui est la nôtre. Il faut les sensibiliser aux enjeux. Une fois qu'ils sont sensibilisés, qu'ils ont compris la cause pour laquelle vous êtes ensemble, le reste, là, ça coule de source. Donc, c'est vrai, on peut jouer, on s'amuse, on peut se tapoter. Mais là, quand le travail commence, tout le monde se met au travail. Super. Voilà. Et la plupart du temps, nos activités se couronnent par un grand succès. Parce que chacun sait pourquoi on est là. Ça a toujours été le cas parce que quand on est un Charles Blé Goudé, tout le monde veut... C'est toujours plaisant d'être de l'entourage. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des personnes qui sont venues pour d'autres raisons que des raisons professionnelles? Vous avez eu quand même, avec le parcours que vous avez... Si, j'en ai connu comme ça, qui viennent. Mais après, quand ils partent, je me demande, mais est-ce que ceux-là, ils sont intelligents? Parce que comment toi, tu peux venir auprès d'un monsieur comme Blé Goudé, qui a géré des millions de personnes, qui a géré la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Le milieu scolaire est un milieu qui est constamment agité. Et lui, il a réussi à gérer tout cela pendant des années. Ensuite, quelqu'un qui a géré toute une population pendant une crise comme celle que la Côte d'Ivoire a connue, de 2000 jusqu'à 2011. Quelqu'un qui a été devant la Cour pénale internationale, qui a réussi à s'en sortir. Toi, tu prends ton petit agenda pour venir le manipuler. Tu vas faire comment? Tu vas aller où? Et quand ça ne réussit pas, en général, quand ils repartent dessus, ils ne disent pas la vérité. Ah non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ouais. Non. Sauf que toi, tu t'es venu avec tes petits calculs. Et moi, je le savais. Donc, je te laisse faire. Et puis, je te laisse au carrefour. Et puis, moi, je continue mon chemin. Ouais. À Bignon, on dit, je te dépose. Voilà. Et puis, moi, je continue ma route. Ouais. Mais tu ne pourras jamais dire la vérité. Ouais. Et ils sont comme ça. Il y en a qui vont venir avec des gâteaux ou des cadeaux. Je dis toujours à mes collaborateurs, ce ne sont pas tous les cadeaux qu'on accepte. Il y en a empoisonnés. Il y a des cadeaux même qui sont des crédits à vie. Et donc, il faut être juste vigilant. Et laisser les gens venir. Et c'est à vous. Vous êtes vous-même. Vous restez vous-même. Vous avez vos objectifs. Ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais vous avez votre objectif. À un moment donné, il va se décourager et il va repartir. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous avez autour de vous des gens qui ne se découragent pas. Ils sont là, vous en êtes fiers, vous l'avez dit. Vous êtes fiers de quelque chose, certainement aussi, c'est de votre famille. Vous avez une famille personnelle, hein, une grande ou une petite famille? J'ai une grande famille qui, malheureusement, durant mon absence, a beaucoup diminué. Beaucoup diminué. Oui, parce que papa, tous mes frères, ils sont morts pendant que je n'étais pas là. Votre grand frère. Voilà. Mon grand frère est mort dernièrement, qui m'a vraiment tout appris. Oui. Mais bon, c'est la vie. Oui. Et voilà. Alors, on va parler de cette famille, la grande famille, un peu plus loin dans l'émission. Mais là, j'abordais la toute petite famille nucléaire, la vôtre, fondée par vous-même. Ah, ok. Oui, voilà, mes enfants et, voilà, et moi-même.
votre enfant et vous-même. Voilà. Comment ils perçoivent, comment ils vous voient, vos enfants? Mais ils étaient tout petits, hein, quand on m'arrêtait, quand on quittait la Côte d'Ivoire, la plus grande avait 6 ans. Quand vous voyez sur les affiches des campagnes du candidat Laurent Gbagbo en 2010, il y a une petite fille qui est dans une robe carolée, qui disait « Je suis né dans la guerre, je vais grandir dans la paix ». C'est ma fille aînée. Wow. Donc quand on sortait de la Côte d'Ivoire, elle avait à peine 6 ans. 6 ans. Donc aujourd'hui, elle est étudiante. Elle a 20 ans. Elle est née en 2004. Et là, quel regard sur vous voyez que... Non, elle comprend. c'est le raisonnement. Mais en même temps, c'était bien pour lui de le percevoir comme ça. Oui. Donc, ce qui fait que ça ne les a pas traumatisés. Oui. Et c'est une chance que j'ai eue. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Avec les réseaux sociaux. Je joue avec eux. Même avec toute cette présence, on sait, hein, à l'école, comme même dans les universités, on peut avoir l'influence des étudiants, on peut avoir des avis qui courent et là. Ils ne sont pas bousculés par tout ça, les réseaux sociaux. Et ça aussi, ça n'arrive pas à les ébranler. Vous êtes un papa qui arrive à contenir... Il faut savoir que c'est à mon retour que leurs camarades d'école ont su que c'était mes enfants. Ah, vous êtes très discret quand même avec... Ils n'ont jamais su. Ouais. Parce qu'en même temps que moi, j'étais recherché, ma fille également, puisqu'elle était sur les affiches des campagnes. Oui. Donc, j'ai pris des précautions au niveau des patronymes. Wow. Et porter des patronymes qui n'étaient pas... Ouais. C'est quand je suis acquitté, c'est quand je rentre en Côte d'Ivoire, que mon avocat enclenche une procédure judiciaire qui fait que maintenant, au niveau juridique, ils sont maintenant des blés. Sinon, ce n'était pas des blés boutés. La vie est plus facile maintenant, plus tranquille. Non, mais je les laisse dans leur monde, je leur laisse leur espace. J'essaie de ne pas être un papa envahissant parce que pendant 12 ans, ils n'ont pas été habitués à moi. Wow. Donc, je ne veux pas changer tout de suite le rythme de vie, leurs habitudes. Il faut les laisser dans leur monde. Et puis, petit à petit, ils vont se rendre compte que papa est là. Et donc, j'essaie d'être leur ami, j'essaie d'être leur petit copain, j'essaie de les accompagner. Je suis beaucoup plus complice avec ma fille. Voilà. Je suis beaucoup plus complice avec ma fille, qui aime bien ce que je fais, qui m'accompagne, qui regarde souvent mes... C'est une future... mes posts, mes publications sur ma page et qui peut m'interpeller. Non, papa, il y a une faute là. Essaie de faire comme ça. Tu sais, papa, le TikTok, voilà comment ça fonctionne. Un peu comme Baron avec son Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est faux. Voilà. Et je pense qu'elle pourrait être intéressée, elle, par la politique, une future présidente du COJEP. Non, le COJEP ne peut pas être un royaume où papa quitte et puis la femme vient. Ça, notre génération comptait ça. Elle peut s'exprimer ailleurs. Oui. Si elle en a envie, si elle veut militer, moi, je n'ai pas à lui imposer là où elle doit militer. Bon, je la laisse, mais bon, je sens bien que je la vois venir, en fait. Voilà. Et votre vision pour les enfants, le garçon par exemple, vous avez une vision pour lui? Ce qu'il veut aussi, il peut devenir. Voilà. Là, moi, je les laisse faire leur choix. Ouais. Moi, je les laisse faire leur choix. Donc, je les mêle pas à cela. Si ça les intéresse, ils viennent. Mais bon, je ne suis pas obligé de venir. C'est pas obligé. Voilà. D'accord. Bah, écoute, on parle du papa que vous êtes. Est-ce qu'on peut parler de l'homme? Parce que l'homme, quand même, le quotidien d'un homme, il a besoin d'être accompagné. Est-ce que vous êtes accompagné, si ce n'est pas indiscret? Bien sûr. Bien sûr. Mais tout le monde sait que je suis accompagné. Ben voilà. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire que je suis accompagné. Je n'ai jamais caché ça. D'accord. Voilà. Et ça se passe. Mais bon, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre aussi.
C'est important qu'elle Voilà. qu'elle soit dans Ah l'ordre. oui. Bon, je ne mélange pas les choses. Mais vous avez des ambitions d'être président, hein, et le président ne cache pas son épouse. Ça se passe avec l'épouse. Pourquoi pas, à partir de maintenant, l'avoir à vos côtés? Ça va venir. Ça va venir Oui. quand il faudra. Quand c'est le moment de faire du social, elle le fait déjà. D'accord. Voilà, parce que c'est ça. Voilà. Vous êtes plutôt un époux, un fiancé romantique ou pas? Non, Dans le moi- secteur que non, c'est ça. Hein. Moi, je suis un gros villageois. Moi, je suis un gros villageois. Quelqu'un m'a dit un jour, regardez-moi ce villageois-là. Lui pensait qu'il m'insultait. Je dis, mon ami, tu n'as rien dit. Tu n'as rien Parce dit. que moi, j'ai revendiqué ce titre. Moi, je suis un gros villageois. Je ne suis pas romantique du tout. Du tout? Non. Pas de fleurs, pas de demande en mariage à genoux. Ça, vraiment, c'est pas pour les bêtés. Un BT. Un BT va se mettre à genoux. Mais le BT va me maudire. On me maudit. Non, ça se passe, Hein? on est direct. Hein? Non, ça se passe, on appelle au village et tout se passe. Il n'y a pas besoin de protocole. Comment le capitaine? Mais bon, on est tous camarades en fait. D'accord. On est tous camarades, on rit avec. D'accord. On a grandi ensemble, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. de- Je considère l'autre, son point de vue compte, mon point de vue compte aussi. Et on puis avance tout tranquillement. Voilà. Et puis on avance tout tranquillement. Voilà. Vous l'avez dit, hein, vous avancez, votre parcours est brillant, exceptionnel. Des leçons de vie en continu, c'est comme ça qu'on peut qualifier ce parcours. Quand on a un parcours aussi complexe et aussi difficile, ça a été difficile. Vous qualifierez comment le parcours que vous avez? Moi, je qualifie mon parcours de la vie. De la vie. Hein. Pour moi, c'est la vie. C'est la vie. La vie elle-même, elle est complexe. Elle est difficile. Donc, mon parcours, c'est plus dans la vie elle-même. La vie elle-même. Voilà. Tout ce qui est facile, pour moi, n'a aucune valeur à mes yeux. Et puis, j'aime bien ces moments difficiles-là. Oui. Voilà. Ceux qui me connaissent bien savent que moi, j'adore ces moments difficiles. Qu'est-ce qui vous Vous plaît pouvez autant peut-être dans ces penser moments? que je suis dans une difficulté, mais moi, je suis au mieux de ma forme quand je suis acculé, quand je suis en difficulté. Par exemple, le jour où je dois affronter le procureur de la CPI, mais toute la nuit, moi, j'étais content. J'ai dit, mais lui, il va me sentir demain. D'accord. J'aime bien ça. Voilà. Vous aimez les défis qu'il y a Voilà. ça où... Moi, j'aime bien tout ça. Quand j'étais à la DST, chaque fois qu'on ouvrait, c'était en prison à la DST en Côte d'Ivoire ici, chaque fois qu'on devait ouvrir la porte de ma cellule, c'était toujours un sourire que je donnais aux policiers qui rentraient ou aux militaires qui rentraient. Ils ne comprenaient pas. Ouais. Mais pourquoi ce gars-là, il est toujours souriant? Et quand ils veulent parler, je leur dis, mais moi, ma libération, elle ne dépend pas de vous. Elle est au-delà. Vous êtes des instruments de Dieu. Donc, j'aime bien ces moments. C'était difficile, ça, il faut l'avouer, mais je craignais plutôt pour les personnes qui subissent les conséquences de moi, mon engagement. Par exemple, les enfants, les mamans, tu vois, et bien d'autres amis avec qui je joue au ballon, qui aimeraient bien voir leur petit copain jouer avec lui et qui le voient en difficulté. Ils en souffrent aussi. Mais j'ai commencé à prendre tout ça en compte maintenant. Au début, je ne prenais pas ça en compte, mais maintenant, j'ai commencé à prendre en compte. Je dis non, ce que je fais, ce n'est plus pour moi seul. Voilà. Ça engage d'autres personnes, donc il faut que je fasse attention. Cet engagement et tous ces risques, vous vous dites souvent ça valait la peine ou bien j'aurais pu quand même modérer ou choisir autre chose. Si vous n'auriez pas fait la politique, vous auriez choisi quoi comme profession? La politique. Encore et encore. C'est une vraie passion alors. C'est une passion. J'avais voulu être avocat. Avocat. Avocat dans le prétoire. Mais aujourd'hui, je suis l'avocat de ceux qui n'ont pas de voix. Peuple, voilà. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et tu ne peux pas, par exemple, être étudiant. Les étudiants n'ont pas de bourse. Ils ont des conditions d'études difficiles. Ouais. Moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai fait que m'engager. C'est venu seul. Je ne me suis pas assis pour faire des calculs. C'est venu seul et je me suis laissé aller. Ouais. Donc, si c'était à recommencer, se battre pour les autres, c'est toujours important. Important, malgré les risques. Oui, mais le combat va de pair avec les risques. Il y a des gens, des personnalités politiques que nous avons lues dans les livres et qui ont été nos idoles, à qui on voudrait bien ressembler. Et quand le moment arrive nous-mêmes d'être dans l'action, en général, les gens reculent. Mais moi, je n'ai pas eu le choix, je suis allé et je suis fier de ça. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois
où on vous a menotté, où vous avez entendu parler de prison, la toute première fois. Oui. Vous vous êtes dit quoi? C'était votre première quand même? Oui, ça, je n'ai pas oublié. C'était en février 1994. Je suis jeune militant à la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, dans une cité universitaire, et le mouvement décide des missions éclatées à travers tout le pays. En ce moment, le mouvement était dissous. Donc, quand vous arrivez dans une ville, vous êtes confronté à la police. Mais moi, j'avais entendu parler d'emprisonnement des leaders et autres. J'ai été choisi pour aller conduire une délégation, pour être membre d'une délégation, parce qu'en ce moment, je ne pouvais même pas conduire une délégation. Nous avions 2 villes à visiter, Daloa et Boisflé. On arrive à Daloa, ça se passe plus ou moins bien. Alors moi, j'ai dit au chef des délégations, mais pourquoi depuis on ne nous arrête pas? Et puis il dit, mais tu fous toi. Pourquoi toi, tu veux qu'on nous arrête? Je dis, non, mais comme souvent, j'ai vu qu'on vous arrêtait, tout ça. Moi, j'ai envie de vivre ça. Alors, je ne sais pas s'il m'a piégé, mais après, dans l'Oie, nous voici à Boisflé. On nous loge donc chez un instituteur. Et le matin, il sort les tracts. Il me dit, bon, c'est toi. Tu vas le coller ça devant le collège où on va faire le meeting. Moi, j'étais tout content. Moi, j'ai pris les tracts. Je suis allé devant le collège moderne de Boisflé. Je collais. Et je vois une voiture qui gare vraiment avec beaucoup de bruit. Le temps que je me retourne, j'étais encerclé par la police. Oh. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Et là, je suis aux arrêts. Et lui, il était assis avec une chose à café. C'est le chef, donc il prenait ce petit café. Dès là, lui, je pense qu'il m'observait. Mais lui aussi, le temps que je me rends compte, il est menotté. En fait, on était infiltrés. On était suivis par la police. Oui. Et puis, on nous amène au commissariat. On a été battus, menottés. Et on nous ramène donc à Abidjan. Wow. C'était ma première arrestation. Première. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Dans quoi je me suis fourré? Ou non. C'est maintenant que ça commence? Moi, j'étais content d'être là. On nous a mis au sous-sol de la Sûreté nationale. En fait, ce que j'attendais, c'était plutôt quelle va être la réaction des étudiants qui sont nos militants. Vous pensiez au peuple. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, le lendemain, il y a eu des soulèvements, tout ça. Donc, partout. On nous a libérés. Puis on nous a ramenés en cité universitaire. C'était ma première arrestation. Quand vous arrivez à la cité, vous êtes vu en héros ou bien il se demande... Non, moi, je n'étais pas connu en ce moment. Ouais. C'était pas moi le héros, c'était le chef des délégations qui était le héros. Et lui, mais vous étiez à 2 à être arrêté? Non, on était 4. 4? On était 4. Ça, non. C'était des Bléguira où on était 4. 4. Voilà. Et quand vous rentrez le lendemain, bain de foule ou ça va? Même pas? Non, c'est le héros, il a été accueilli, c'est qu'on accompagne. Et puis nous, chacun allait... On nous a botté, hein. Il a ce côté, donc. Parce qu'en fait, père en son âme, le président Adikona Bédié venait à peine de prendre le pouvoir pour le décès. Donc lui, il voulait s'installer et il ne voulait pas se faire emmerder par les étudiants. Voilà. Donc chacun est allé dans sa chambre d'étudiant. Et moi, le lendemain, j'ai reçu la visite de ma famille. Et on m'a ramené en famille pour me sermonner. Voilà. Écoute, on t'a mis à l'école, c'est pas pour des bêtises comme ça. Voilà, donc on a essayé de m'intimider, et puis bon, voilà. Ce n'était pas votre première, c'est le début d'une série d'arrestations. C'était le début. D'une série d'arrestations. Mais voilà, en 2013, vous êtes arrêté, c'était au Ghana. Et pour voilà, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011, vous êtes allé, on vous arrête, vous venez d'abord à Abidjan, vous êtes à Abidjan et après on vous transfère à la CPI où vous restez et vous êtes acquitté en 2019. Un vrai parcours d'éléphant. J'ai envie de dire de lion parce que ça quand même, c'est un parcours de lion. Vous avez tout fait pour que moi, il ressemble à un lion. Moi, ici, un éléphant. Mais c'est pas grave, c'est 2 voisins. C'est 2 voisins, voilà. Donc, cette période-là, aujourd'hui, avec le recul... Mais avant, moi, je vous fais une doléance. Est-ce que vous pouvez dire au président Cameroun, si on pouvait négocier, est-ce qu'on ne peut pas amener le Ghana au Cameroun et puis le Cameroun vient... parce que nos vrais voisins, c'est vous.
Mais oui, vous savez, Nos vrais voisins, on c'est se vous. rend pas compte, mais dans nos têtes, on est voisins. Non, on on est est juste voisins. à la frontière, juste là à côté. Dans notre tête, on est vraiment des voisins. Je vais quand même voir Allez-y. si c'est possible D'accord. d'inverser. Mais le Ghana, quand même, a une place. Elle est voisine à votre cœur. C'est un pays où, voilà, c'est passé beaucoup de choses pour vous. Et vous avez quoi avec le Ghana maintenant? Quel est vos rapports avant qu'on continue? Vous êtes toujours aussi attaché au Ghana pour... Non, quand je revenais de La Haye, Oui. alors, le biais que mes amis du COGEP ont voulu me prendre, c'était La Haye, Paris, Abidjan. J'ai dit non. Ouais. J'ai vu La Haye, Accra, au Ghana. Oui, vous Et puis, étiez donc, allé, j'ai dormi au Ghana. Donc, je voulais revivre ce parcours-là. Oui. Et puis, bon, j'ai rien contre eux, c'est la politique. Ils n'ont fait que se soumettre aux relations de coopération avec le voisin qui est la Côte d'Ivoire. Et, Ça, quand on fait la politique, il faut comprendre tout ça. Toutes ces relations internationales, tous ces partenariats, cette coopération entre policiers pour échanger des informations avec Interpol. Donc, ça, on n'a ça- pas à en vouloir aux individus. Exact. C'est comme ça. J'aurais été président, que j'aurais demandé au Ghana de me transmettre les fiches de ceux qui sont là-bas. Donc, ça n'a pas atténué votre amour pour Non, le j'aime le Ghana Ghana. et son, Moi, et j'aime son le, peuple. j'aime le Ghana. Du Ghana, vous êtes en Côte d'Ivoire arrêté. On se souvient, il y a une image quand même qui a marqué les esprits. C'est vous sur un lit d'hôpital avec des menottes. Ça, c'est un moment pour vous. Quand vous voyez ces images, vous vous dites quoi? Quelle émotion ça vous suscite? Non, ce sont des choses qu'on pouvait éviter. Je me demandais quel danger je représentais en ce moment. C'était en 1999. Oui. J'étais encore secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. On m'arrête, je tombe malade en prison, on me Et puis on vous transfère transfère à à l'hôpital. l'hôpital. On vous menotte Voilà, sur on votre m'a lit menotté d'hôpital. là, on ne m'a pas menotté, on m'a enchaîné. Enchaîné. Et ce qui m'énervait, mais c'est que la chaîne là m'était rouée. Donc on ne m'a même pas respecté. C'est bien, vous La prenez ça chaîne peut avec, être propre au moins, vous mais elle prenez ça était, avec, je ne comprenais pas. Bon, mais... prenez ça avec de l'humour, c'est bien parce que Hein? tout le monde n'a pas ce mindset. Hein. Alors, Il y le en ministre a- de la Santé vient me voir, parce que ça fait le tour du monde. Hein. Il me dit, non, mais faites comme si vous n'êtes pas enchaîné. J'ai dit, mais monsieur le ministre, je suis enchaîné. Comment je peux faire comme si je ne suis pas enchaîné? Bon, ben c'est derrière nous. Derrière. Ouais, c'est derrière nous. 2013, on se retrouve, on part du Ghana, on est arrêté, on est en Côte d'Ivoire, puis on se retrouve à La Haye. Votre premier séjour à La Haye, vous vous dites quoi? Vous n'êtes pas seul, hein, vous avez des compagnons quand même. C'était plus aisé d'avoir ces compagnons ou bien ça vous facilitait? Ou Oui, bien en ça vous comparaison allègeait les à la choses? DST où j'étais, où je n'avais aucune visite, Oui. en Côte d'Ivoire, la détention était très difficile, très pénible en Côte d'Ivoire. 14 mois, c'était comme si c'était près de 15 ans, c'était difficile. Alors moi, je me rappelle la cour, c'est la cour d'assises, pour la cour, je sais pas. En tout cas, les juges les plus chevronnés en Côte d'Ivoire ont siégé. Marcel, tu étais là? C'était le 21 mars, non? Oui, le 21 mars, la cour a siégé. Et puis, la dame me demande, le juge du siège là me demande, Monsieur Blé, vous voulez être jugé à La Haye ou à Abidjan? Ah, vous avez vu? Donc, vous avez vu la réaction que vous avez eue. Alors, moi, j'ai dit, mais madame le juge, bon, ça fait 11 fois que moi, je fais la prison politique. Mais c'est la première fois que j'entends un juge qui demande l'avis d'un détenu, voir ouais. où il veut être jugé. Non, la loi dit quoi? Elle dit le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de votre remise à la Cour pénale internationale. Donc vous devez aller à La Haye. Je vois que mes avocats étaient très énervés. Je leur ai dit non, calmez-vous. Ça va se jouer là. Alors elle me demande si j'ai un mot à dire. Je dis oui, j'ai juste une question à poser. Elle dit allez-y. J'ai dit l'avion décolle à quelle heure? Ah, Donc elle était découragée. Le gars m'a tué là. c'est tué. Voilà. Quand vous dites l'avion décolle à quelle heure, c'est pour vous, ah, enfin, je vais aller peut-être où c'est mieux, ou je Non. pense que objectivement, je peux me défendre et faire des choses de manière un peu plus objective. Non, moi je lui ai dit qu'on est tous ivoiriens. Moi j'étais dans la rue pour le respect des institutions de la République. Oui. Si la République de mon pays décide de me remettre à La Haye, moi j'ai aucun problème Il n'y a avec ça. aucun problème. Pour moi, la vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Partout, la météo s'exprime.
Et la preuve, je suis devant vous aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Voilà. où vous êtes revenu en 2022. Tout à fait. Avec un accueil chaleureux. Vous vous attendiez à ce que le peuple soit aussi heureux de vous revoir. C'est vrai à La Haye, vous aviez des échos quand même de ce qui se passait, mais est-ce que vous vous attendiez à cet accueil? Dieu merci, j'ai des collaborateurs qui sont là, dans cette salle, qui sont ici, qui, durant tout ce temps que j'ai passé à La Haye, ont continué d'implanter le COGEP. Donc, ils me faisaient le compte rendu, ils ont pris un siège où nous sommes aujourd'hui, ils faisaient des tournées, et aussi à La Haye, et des Ivoiriens qui étaient de partout pour venir me soutenir. Même après le départ du président Gbagbo, ils venaient toujours massivement, ethnie par ethnie, région par région, ils venaient me voir. Donc, j'ai une histoire avec ce peuple, en fait. Et cette histoire n'a pas été tissée autour d'une bière. Une histoire, on l'a construite. On ne l'achète pas avec de l'argent. Et les Ivoiriens et moi, on a une histoire enracinée dans la douleur. Et ils sont nombreux qui n'ont pas accepté la situation dans laquelle j'étais. Donc, ils me l'ont rendu de la plus belle des manières. Avant même que je vienne en Côte d'Ivoire, mes besoins étaient couverts à La Haye. À La Haye. C'est là que j'ai compris que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des espèces sonnantes, de l'argent. La richesse, elle est ailleurs. Ils venaient, ils se remplaçaient, ils se relayaient. D'abord, quand j'étais en prison, le problème que moi j'avais, c'était comment faire mon programme de visite. Il y avait tellement de monde qui demandait à me voir. Ouais. À la Cour pénale internationale, il y a d'abord ce qu'on appelle la notification des premières visites. Si vous demandez par exemple à me voir, on me donne la fiche, Madame Tant, veut vous voir. Est-ce que vous la connaissez? Si vous la connaissez, est-ce que vous désirez aussi la voir? Quels sont vos rapports? Tout est détaillé. Alors moi, j'ai cherché à voir le directeur du centre de détention pour lui expliquer que, monsieur le directeur, moi, tout le monde me connaît. Et moi, je ne connais pas tout le monde. Je suis ici pas à mon nom propre, au nom des Ivoiriens, au nom des Africains. Donc, est-ce qu'on peut se passer de cette phase-là, de cette étape, est-ce que vous le connaissez? Et après ça, il y a donc, après la notification des premières visites, il y a l'acceptation des premières visites. Donc, moi, je dis, passons à cette étape. Considérez que je connais tout le monde, que tout le monde est mon frère. Donc, c'était ça à La Haye. Ensuite, quand on nous libère, j'étais d'abord bloqué à l'hôtel, un hôtel duquel je ne pouvais pas sortir. Et puis après, on me met un appartement. Dans cet appartement, il faut l'entretenir, il faut faire la cuisine, il faut faire ceci, cela. C'était des Ivoiriens qui venaient, des Ivoiriennes qui venaient là, qui nettoyaient la maison le week-end, qui faisaient à manger, qui envoyaient à manger. Je manquais de rien du tout. Quand je veux venir, c'est eux qui cotisent pour payer mon billet d'avion. La CPI me propose un billet d'avion, ils se réunissent, mes amis, ils ont dit, tu refuses ce billet, ce n'est pas nos camarades. Voilà. Donc, je savais qu'il tenait à moi. Quand le président Gbagbo rentre, que moi je reste à La Haye, j'étais tout seul. Mais je ne me suis jamais senti seul. Parce qu'eux, ils étaient là pour moi. Eux, ils abandonnaient les enfants pour moi. Je profite de votre micro pour leur traduire toute ma gratitude. Le jour où je rentre en Côte d'Ivoire, je venais dans l'inconnu. C'est paradoxal. Je viens dans mon pays et je vous parle d'inconnu. Un pays que j'ai laissé derrière moi pendant 11 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Et il y avait une grande pluie ce jour. Et j'ai compris l'amour que les Ivoiriens avaient pour moi. Nous, on sait en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont peur de la pluie. Mais ce jour-là, du 26 novembre 2022, au fur et à mesure que la pluie devenait intense, forte, mais les gens sortaient comme des vers de terre qui sortent des terres. La foule grossissait au fur et à mesure qu'il pleuvait. Les gens dansaient sous la pluie. C'était du jamais vu. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au chauffeur, il faut ouvrir le toit de la voiture. Heureusement qu'on avait une voiture, il y avait un toit ouvert. Il dit, mais chef, mais ça va te mouiller. Ça va mouiller la chemise. J'ai dit, c'est que je vais chercher sous la pluie est plus cher que ma chemise. Ouvre le toit. Et quand je sors, c'était encore... Bain de pluie, bain de foule.
Béni de Dieu. Donc la pluie m'a beaucoup aidé. Donc grâce à la pluie, on n'a pas vu mes larmes. J'ai failli demander si elles ont coulé. Non, mais personne ne peut le savoir. Moi j'étais bien. Ouais. Parce qu'il pleuvait. Donc quand j'ai fait comme ça, personne ne peut voir mes larmes. Et elles ont bien coulé. Ah non, mais elles ont coulé. Elles ont vraiment beaucoup coulé parce que quand je regardais le ciel, film, ouais. moi je ne le voyais plus. Moi j'étais très loin. Le Ghana, comment on a cassé ma porte pour me menotter comme un petit voyou. Tout ce qui s'est passé, comment j'étais là pendant des années à attendre un passeport, qu'on obtient en 3 jours encore, c'était beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais je vais dire merci à la pluie. Merci. Personne n'a vu mes larmes. Ouais, écoutez, ce qu'on a vu en vous et ce qu'on continue de voir, c'est cet amour fort pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique, surtout pour votre ambition, cet amour et cette dévotion pour vos ambitions, pour le peuple ivoirien. Et je pense que, et vous l'avez dit, hein, ils en sont fiers et ils y tiennent encore. Alors, ce qu'on dit souvent quand on a des projets, entendu quelqu'un dire, je ne vais pas citer la personne, que la prison est parfois un moyen d'économiser le plus. Parce qu'en prison, bon, quand on a la chance, un peu comme vous l'avez eu, on ne fait pas de dépenses, on est tranquille et tout le monde fait pour nous. Est-ce que ça a été le cas pour vous? On va un peu parler de finances parce que quand on parle de politique généralement, ça vous évoque quoi quand même? En 99, c'est ça? C'est en 99, non, pas en 99. En 96, j'étais en prison avec Guillaume Soro, avec les autres. Et puis, il y avait un monsieur qui était dans cette prison. On l'appelle Akoum. C'était un escroc. Hein. Voilà. Mais le gars, il avait réussi à dompter la prison. Et il y avait passé tout son temps. Et tous les prisonniers qui venaient devaient descendre dans sa main. Et pour que tu sois bien logé en prison, tu dois le payer. Donc, le gars, il se faisait une fortune. Et de la prison, il avait ses affaires dehors. Et puis un jour, on le convoque au palais de justice et on le libère. Quand on l'a libéré, 3 jours après, vers 19 h, le camion qui transporte les prisonniers est venu. Mais il a fait un grand bruit. Ça criait son nom partout. On dit, mais ce gars-là, il est parti. Pourquoi on crie son nom ici? Il a volé dehors, on l'a ramené en prison. Parce qu'il voulait vivre. Il était finalement habitué à la prison, en fait. Donc, c'est pas trop faux pour certaines personnes qui ne payent pas et qui ont une autre vie là. Mais moi, j'avais une vie à mener dehors. Et j'avais un combat à mener. J'avais une équipe qui avait besoin de moi. Et qui, à un moment donné, je sentais que mon équipe commençait à être épuisée. Voilà. Et il fallait... Est-ce que dehors, on se demande qui paye pour tes enfants? Qui va les scolariser? Je voudrais profiter donc de ce micro pour dire merci au Cameroun. Voilà. Parce que celle dont je vais parler est camerounaise. J'ai voulu l'évoquer. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Un jour, je reçois une fiche de demande de visite. C'est une dame. J'ai dit oui, sans savoir. Et je la reçois, donc dans la salle de visite des prisonniers. Elle se présente à moi et elle dit, je suis maître Josette Kadji. Je suis avocate au Cameroun. Pour rien au monde, je dois louper ce procès. C'est ma participation en tant que panafricaine. Je ne veux aucun rond, qu'un salaire de la Coupe internationale, ni de vous. Vous n'avez même pas les moyens pour payer mes honoraires. C'est moi qui vous prends en charge, à partir d'aujourd'hui. Elle s'occupait de mes enfants. Chaque fois qu'ils devaient aller me visiter, c'est elle qui payait les billets d'avion. Voilà, elle est devenue aujourd'hui comme une mère pour moi. Je voulais lui dire merci. Lui, elle et à toute sa famille. Mais j'ai dit le Cameroun parce que l'éducation qu'elle a, elle tient cette éducation du Cameroun. Et les Camerounais qui étaient dans toutes les marches de soutien en Europe. Alors je me suis dit, mais attends, ceux-là, ils ont quoi à voir dans notre affaire? Et quand je suis allé au Cameroun, je dis merci à la famille de Maître Kadji qui m'a amené visiter un musée qui raconte l'histoire du Cameroun. J'ai tout compris. On a la même histoire. On a la même histoire. J'ai dit merci au Cameroun. Vous avez la réponse au niveau de l'économie, au niveau des finances. J'avais quelqu'un qui était là pour moi. Quelqu'un qui était là. Je dis merci à mes avocats aussi. À part elle, mes amis avec qui j'ai fait l'école,
Maître Kadi, Maître Claver, Ndri, Maître Bougnon, Maître Sokou, qui étaient mes avocats, mais qui n'étaient pas que des avocats pour moi. C'était ma deuxième famille, en fait. Voilà, puisque quand on vient visiter un prisonnier à La Haye, il faut se prendre un hôtel. Oui. Il faut se nourrir. C'est dans la maison que ma famille dormait. Wow. Et jusqu'à aujourd'hui, on est resté. Je voulais leur dire merci. Voilà. Et le Cameroun reste frère à vous, à la Côte d'Ivoire. Le lien là, c'est un lien qui c'est un lien très fort. Exceptionnel. C'est un lien très fort. Alors, vous avez parlé de comment ça s'est passé financièrement pendant votre séjour en prison. Et moi, j'ai envie de savoir, quand on est politicien, il y a toujours ce sujet un peu tabou sur les finances. On n'en parle pas souvent trop. Mais comment est-ce que le politicien que vous êtes, on va parler de vous particulièrement, entretient son quotidien? D'où lui viennent les ressources? Vous savez, tout le monde n'est pas méchant. Il y a des gens qui partagent votre cause et qui n'acceptent pas de vous voir dans la souffrance. Ceux-là, ils forment autour de vous un cordon de solidarité. D'abord, les militants du COGEP, voilà, qui prennent en charge mes déplacements et mes activités. Et puis d'autres amis qui me soutiennent pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Et moi-même aussi. Mais bon, la chance que j'ai, c'est que je ne coûte pas trop cher. Voilà, je suis pas un gros bouffeur. Vous non, mais toutes les équipes qui vous accompagnent. Donc, tout le monde participe. Ah, d'accord. Là, cette bâtisse que vous voyez, on ne paye pas moi. Ça ne sort pas de ma poche. Chacun apporte ce qu'il peut. Un peu de... Là, nous sommes à une semaine d'une grosse activité. On va célébrer l'an 2 de mon retour, le 23 novembre prochain. Ouais. Mais vous ferez tout à l'heure un tour à la boutique du parti. Et une dame qui est assise là-bas, elle reçoit ceux qui viennent payer leurs cotisations. Wow. Voilà comment nous sommes organisés. Voilà. Non, le compte gelé, pourquoi ça reste gelé? C'est vrai qu'il y a une condamnation qui pèse encore. Non, on était 4 à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, Simon Gbagbo, le général de Boblé, qui était le commandant de la garde républicaine, et moi-même. Oui. Le président Gbagbo est gracié, son compte est dégelé. L'ex-première dame Simone Gbagbo est amnistiée, son compte est dégelé. Moi pas. Donc il faut demander à ceux qui détiennent les critères. C'est sur quelle base? Mais bon. Vous avez quand même espoir que ça sera dégelé un jour? Ça doit se faire en principe. Ça doit se faire. Hein. C'est ridicule à la limite. Ouais. Voilà. Mais bon, on sera heureux quand ça sera dégelé du coup. Non, vous serez invité. on va fêter ça. Moi, j'ai hâte que ce compte-là soit dégelé. Mais quand on le dégèle, je ne souhaite pas seulement qu'on le dégèle, qu'on publie le contenu du compte. Parce qu'il y a une histoire que les gens ont fabriquée ici. Blé Goudé était milliardaire. Voilà. Sous Gbagbo, il avait beaucoup d'argent. Là, on a l'opportunité cette fois-ci de faire le point. Et moi, je suis prêt à avoir honte. Moi, je ne cherche pas d'argent, je ne cherche pas à m'enrichir financièrement. Moi, je cherche à servir les autres. À servir. Blé Goudé est propriétaire de cette station d'essence, il a des boîtes de nuit, il a ceci. On m'a attribué tellement de biens. Il y a l'occasion là de me confondre. Bien qu'il y ait la Cour pénale internationale, quand j'arrive, il y a des enquêtes. Et la Cour conclut que je suis indigent et que je n'ai pas d'argent. C'est la Cour pénale internationale qui a payé mes avocats. Ça, il est bien que l'opinion africaine le sache. C'est fou. Alors, vous avez parlé de ce qu'on vous octroie comme bien et comme business. Mais moi, j'ai envie de savoir, vous avez parlé de vous comme cultivateur. Vous avez pour ambition aussi d'avoir un restaurant, le 32. Oui, vous me suivez vraiment. Hein. J'ai fait un peu de travail. Là, je suis à la recherche de fonds. S'il y a un Camerounais, voilà, dans le continent. Moi, l'adresse de la prison où j'étais à la Cour pénale internationale, c'était le 32. Tous ceux qui venaient nous visiter, pour donner la preuve qu'ils sont venus vraiment nous visiter, il fallait une photo devant le 32, le fameux 32. Alors je me suis dit, cette histoire-là, comment on la capitalise? Comment on va l'embellir? Si je rentre en Côte d'Ivoire, vu que je faisais la cuisine quand j'étais encore en prison, alors je vais ouvrir un restaurant qu'on va appeler le 32 chez Gbapé. Gbapé, c'est mon nom. Donc, le 32 chez Gbapé. Mais bon, entre mes idées et réaliser mes idées, il y a un problème, c'est l'argent. Donc, je vous lance un appel. Moi, j'ai l'idée. Moi, c'est mon idée. Il y a l'histoire qui va avec l'idée. Il y a l'histoire qui va avec l'idée. Et puis, je dis, vous voyez,
Et là, les petits salons qu'on va ouvrir, là, chez Bemba, on met le numéro de celui de Jean-Pierre Bemba, qui était mon voisin aussi. Oui. On a chez Babo, on met le numéro de Babo, ainsi de suite. Oui, c'est toute une histoire. Et puis quand vous venez, quand vous serez en train de manger, moi je viens, je vous sers et je vous raconte un peu les anecdotes que les autres ne savent pas. C'est un bon business, non? Mais j'ai même Donc envie vous envoyez l'argent, et puis on va mettre en place. J'ai envie d'acheter le business, mais j'ai un peu le même problème que vous. Tellement l'idée est parfaite. Et en plus, vous avez aussi le peuple avec vous. Qui n'aimerait pas manger un bon garba de Charles Blé Goudé? Non, mais moi je suis un grand cuisinier. Hein. J'ai vu ça un peu. Ah oui, moi je suis un grand cuisinier. Et je me suis amélioré quand j'étais à La Haye. Ouais. Vous savez, quand on est en prison... Les voisins, là, voilà. Ils trouvaient M. Gbagbo, il mangeait bien ou ils trouvaient votre nourriture très bonne ou bien ils faisaient avec? Cette histoire est demi-complexe en Côte d'Ivoire, donc on a laissé ça. Moi, je ne comprends plus rien dans cette histoire de cuisine-là, donc je préfère laisser. On va laisser, c'est bon, mieux. Bah, on va en rire et puis on passe. Bah voilà, donc... Mais en tout cas, je cuisinais bien. Voilà. D'accord. Je cuisinais bien. Je faisais la loco, je faisais... du claclo, je faisais du garba. Ouais, attiqué. Voilà, j'essayais de tout faire pour qu'on soit dans notre monde culturel. Ça, voilà, et culinaire. On a parlé de vos business, on a parlé un peu de ce que vous souhaitez faire. Vous êtes toujours cultivateur et vous avez toujours vos champs. Si. Alors, la première fois en 2003, quand j'arrive au village, je dis à papa, écoute, donne-moi une portion. Alors, le vieux est là, il me regarde. Mais il ne m'a rien dit à moi, hein. Il allait dire à son frère, il faut parler à ton petit là. Moi, je l'ai mis à l'école. Lui, il vient ici, il me demande des champs. Il me demande des champs. C'est quoi cette histoire? Mais après, quand ils ont vu que ça commence à verdir, et ils ont compris que j'étais au sérieux aujourd'hui. Bon, après, pendant la guerre, voilà, nos adversaires militaires, ils sont allés, ils ont tout brûlé, oui. Tout ce qui était là-bas. Bon, mais moi, on ne m'avait pas brûlé. J'étais là avec toujours mes idées. Et comme je dis toujours, il y a la matière première. Et à la première matière. Ah, voilà. La matière première, la matière première, c'est ce qui est planté là, c'est le cacao, c'est le café, c'est la banane. Mais la première matière, c'est moi-même, c'est l'homme. C'est lui qui a ses idées. Donc, quand je suis revenu, on a tout repris. Et donc, j'aime bien ce monde-là. Je pense que c'est ça que l'Afrique a. Vivons de ce que Dieu nous a donné. Évitons d'aller mourir dans la mer. Mourir dans la mer. Donc, moi, quand j'ai le temps, je vais là-bas pour travailler. C'est tout ce que vous avez, il n'y a pas d'autre chose, un peu dans l'immobilier par-ci, il n'y a pas Non, non, ça, c'est pas mon milieu. Ça. Moi, je ne connais pas l'immobilier. Je ne connais pas tout ça. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne connais pas tout ça. Voilà, j'avais voulu faire de la communication, c'est ce que je connaissais faire. Donc, avant qu'on m'arrête, avant que la crise n'éclate, j'étais directeur général de Leaders Team Associated, qui était mon cabinet de consultance politique. En communication, c'est ce que je faisais. J'aime bien ça. Voilà, j'aime bien prendre quelque chose qui n'a pas de valeur, pour lui donner une grande valeur. C'était ça mon travail. Vous êtes tellement bon dans ça. Voilà. Vous vendez tout, on achète. Vous pouvez vendre n'importe quoi. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel homme politique va confier à Charles Blé Goudé sa campagne? Parce que nous tous, on veut la même chose. Et puis après ça, bon, ben, là, mon milieu, vraiment, c'est la brousse. C'est la brousse. Quand moi, je suis au campement, je vais vous y inviter un jour. Je serais ravie d'aller sacler et voilà, vous montrer un peu comment on plante des graines chez nous. Je ne sais pas si c'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. C'est la même terre. Donc, voilà, c'est la même terre. Ce qui est votre terre, à vous, c'est votre terre natale. Vous êtes un bon bété. Il ne faut pas que j'écorche le nom. Nyama Priao. J'ai bien prononcé, non? Ça, c'était avant, mais là, c'est Pogolobré. Pogolobré. Ah, donc. Tu peux dire seulement Kpo. Kpo. Voilà, je suis de Kpo. Bon bété de Kpo. Je suis un bon bété de Kpo. Comment votre enfance, quand vous pensez à cette enfance, elle était comment cette enfance? Elle n'était pas heureuse, hein. Alors, j'ai un ami qu'on appelle Richard Dakouri. Il me dit, mais toi, tu aimes toi aller au champ? J'ai dit, ça me rappelle mon enfance. Il dit, tu sais, Charles, tu vas me rendre un service. Ne me parle pas de mon enfance. Elle est malheureuse. Donc, mais bon, tout gamin, mon enfance au village était beaucoup difficile parce que moi, j'avais perdu ma mère. Mais mon enfance ailleurs était une belle enfance. Ouais. C'était dans le nord-est de la Côte d'Ivoire où je suivais mon grand frère instituteur qui malheureusement vient de mourir. Donc, comme des gamins au gambadais, on jouait. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle beaucoup de choses. Voilà. Entrer en brousse, ça me rappelle beaucoup de choses. Vous êtes un enfant des champs. On va dire ça comme ça. Moi, je suis un enfant des champs. Prendre du maïs, de braisé comme ça, au feu de bois. Chez nous, on dit ça a un vieux goût. Non, mais ça a un vieux goût. Moi, pour me faire plaisir,
faut pas m'amener dans le palace, quoi. Mets-moi en brousse. C'est ça. Alors, cette enfance, bon, elle n'était pas la plus joyeuse, mais vous en êtes fiers. Ah oui. Et les parents, avant de partir, parce que vous les avez perdus malheureusement, ils avaient quel sentiment sur votre parcours jusqu'à leur décès? Alors, moi, chaque fois qu'on m'arrêtait, il y avait un monsieur dans notre village, pas pour mon repas, lui envoyait toujours les journaux où il mettait. Et puis je suis allé en vacances. Le vieux m'a fait asseoir. J'ai dit, est-ce que toi tu es devenu journaliste? J'ai dit comment? Il dit, mais tu es dans tous les journaux. Bon, j'ai essayé de le sensibiliser, et puis finalement c'était mon vrai soutien. Super. Mon père. C'était mon vrai soutien, et puis voilà. Il était fier à un moment donné. Alors en 2004, ça c'est, on me l'a raconté, l'armée française met des chars autour de la résidence du président Gbagbo, bloque les ponts. Et j'avais offert une grande radio comme ça à mon père. Et donc tout le monde avait peur de ce qui allait se passer. Alors on me raconte que papa a mis la radio là au milieu de la cour. Et il dit, vous allez voir, je vous ai dit que c'est moi qui vous tiens dans ce pays. Vous allez voir, je vais vous sauver encore. Je dis, mais il parle de quoi? Il dit, non, vous allez voir, comme s'il savait. Et moi, paf, me voici, qui passe à la radio, à la télé, en train de lancer un mouvement de grande mobilisation. Et c'était le soulèvement populaire dans toute la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il en était fier. Ouais. C'est risqué, hein. Mais bon, je l'avais convaincu que c'est comme ça que ça va être. Donc j'avais toujours eu son soutien. Par mes frères, j'ai eu le soutien. Tous mes frères qui ne sont pas aujourd'hui, moi j'ai eu le soutien, ils ne m'ont jamais réprimandé. Au début, ils ne comprenaient pas. Mais quand ils ont compris, c'était mes premiers soutiens. Ceux qui sont partis, et pour un récemment, quelqu'un qui vous était très très proche, c'est votre grand frère. Vous n'étiez pas là à ce moment-là. Beaucoup de pertes. Il y a la grande sœur déjà aussi qui était oui, il y a eu les deux frères, ma sœur, il y a eu mon père. Voilà. Et puis celui qui est mort tout dernièrement où j'étais là, lui c'était beaucoup plus difficile parce que les autres, je n'étais pas là. Vous savez, donc je suis toujours dans ma bulle. Je suis toujours dans ma bulle. Je n'ai pas assisté aux funérailles, tout ça, donc je suis dans ma bulle. Et puis celui qui vient de partir, alors un jeudi, moi il m'appelle, il me dit, bah, écoute, c'est la retraite, donc je vais aller faire le reste de ma vie au village. Il ne se portait pas bien, il dit, mais écoute, toi tu restes là, on va s'occuper de toi, tu fais quoi au village? Il dit, écoute petit, moi je te dis que moi je m'en vais au village. C'est ok. Il est parti un samedi. Il m'appelle très bien. Et puis le lundi 14 octobre, l'opposition se réunit. Au siège du PDCIRDA, on signe un document commun, les images circulent sur les réseaux sociaux. Donc lui m'appelle vers 22 h le lundi. Il dit, tu vois, tu as choisi le bon chemin. Je suis fier de toi. Et je lui écris, tout va bien? Il me dit, tout va bien. Le mardi matin, on m'appelle vers 11 h pour dire qu'il est décédé. Oh. C'est brusque. Ouais, c'est brusque. C'était jusqu'aujourd'hui, je ne réalise pas. Mais bon, il paraît que c'est la vie. C'est la vie. Donc, voilà. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est comment j'organise ces funérailles. Tout. On voit en vous une certaine sensibilité quand on parle de famille. Ça se sent que vous y tenez. Peut-être que cet amour que vous avez pour le peuple, c'est vraiment que vous aimez être entouré et vous aimez avoir à aider et être là pour des gens. Est-ce que c'est un sentiment réel qui vous anime? Parce que moi, je peux le sentir en vous écoutant. On peut le sentir, on ne peut partager avec les autres que ce qu'on a. Un leader qui n'a pas de sens, qui n'est pas sensible, qui n'est pas humain, il est faux, en fait. Il est calculateur. Moi, j'aime être entouré. Moi, j'aime l'être humain. Voilà. J'aime bien. C'est rare que vous me trouviez seul. Vous avez beaucoup d'amis? Ah oui, j'ai beaucoup d'amis. Jusqu'à aujourd'hui, même mes amis de lycée, on ne s'est jamais perdu de vue. Ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là, mes amis de lycée. Ils vous rappellent un peu qui vous étiez. Il y en a qui sont dans d'autres formations politiques, mais oui. Les gens sont surpris, moi, de me voir comme ça. Moi, je suis à La Haye. On a demandé à venir en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire dépêche des avocats de l'État de Côte d'Ivoire à La Haye pour convaincre la Cour pénale internationale que le président Gbagbo et Blé Goudé sont un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Il faut les garder là-bas. Dans cette équipe d'avocats de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai un ami à moi.
avec qui j'ai fait l'université, avec qui j'ai fait la FESI, qui me conduisait dans la voiture de son papa. On a un lien au-delà de la politique. Lui, il est avocat. Il est avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Quand ils finissent, puisqu'on était en liberté provisoire, à la pause de l'audience, mon avocat hollandais nous voit en train de plaisanter. Voilà. On se voit de côté, on se tapote. They Charles, you know him? Where do you know him? And I said, it's my friend. And he said, how come? Comment on lui appelle ton ami? J'ai dit, mais son ami, c'est mon ami. Et jusqu'à aujourd'hui, on a gardé ses rapports, il est RHDP. Moi, je suis COGEP, et puis bon, voilà. Vous gardez les mêmes rapports. Oui, ce sont des moments qui sont importants pour moi. Voilà, c'est des moments d'étudiants, c'est d'autres liens, en fait. Et c'est comme ça que moi, je conçois les choses. Tout le monde n'est pas obligé d'appartenir à la même famille politique. Il faut respecter le droit à la différence des autres. C'est tout cela qui fait la beauté de la politique. Voilà. Parmi vos amis, même si M. Laurent Gbagbo, sous lequel vous étiez ministre de la Jeunesse, qui est un mentor pour vous, vous pouvez considérer votre relation au-delà du fait qu'il a été un mentor pour vous, un parent même. Est-ce que c'était un ami? Est-ce que le considérez-vous comme étant un ami? Ce n'est même pas moi. Tu le considérais comme un ami. Et je ne sais pas comment qualifier la relation entre le président Gbagbo et moi. J'étais son petit. J'étais son collaborateur, j'ai été son ministre. J'étais son co-détenu. Et puis j'étais son ami. Voilà, quand il veut parler de tout et de rien, c'est moi qu'on appelle. Voilà. Quand on veut parler de tout et de rien. Ça ne vous manque pas, ça. C'est pourquoi je me réserve. Quand les gens parlent de nos rapports sur les plateaux de télé, je me réserve parce que moi, je sais. Je connais l'homme, je sais. J'ai connu Gbagbo l'opposant. J'ai connu Gbagbo le président. Et puis, j'ai connu Gbagbo le prisonnier. Les autres, soit ils ont connu Gbagbo l'opposant, soit ils ont connu seulement le président. Ils n'ont jamais connu le prisonnier. Quand on est en prison, un vrai parcours de vie. Quand on est en prison, on n'est plus rien. Quand on est en prison, on n'est plus rien. Ou les autres pensent que vous n'êtes plus rien. C'est là que vous êtes face à vous-même. Et c'est dans cet univers-là que moi j'étais avec le président Gbagbo. Ouais. Une vie proche. Donc, en prison représente un an de vie. C'est mon ami. Pas c'est mon ami en termes que je le minimise, hein, mais on partageait au-delà de la politique. On partageait beaucoup de choses. Voilà, mais bon, d'autres personnes sont passées par là. Et puis bon, c'est ce que c'est. Il vous manque un peu. Je sens qu'il y a un manque quand même. Bien sûr qu'il me manque. Comment il ne peut pas me manquer? Vous en parlez avec tellement de... Bien sûr, mais bien sûr qu'il me manque. Bien sûr qu'il me manque. Voilà. Je sais de quoi on parlait. Je sais comment on meublait nos journées en prison. Je sais comment je joue au scrabble avec lui. Voilà, c'est un grand joueur de scrabble. C'est comme ça. C'est un grand joueur de ludo. Et ça explique toute sa philosophie. Oui. Quand je joue au ludo avec Gbagbo, ne vous trompez pas. Il va vous mettre un pont au loin là-bas. Il dit, Gbapé, je t'attends là-bas, tu vas voir. Bon, voilà, c'est ce qu'on joue. Bon, ben ça, la vie est faite de se mettre ensemble. Et puis, dans ce pays, moi, j'ai vu personnellement le président Bédié et le président Ouattara, c'était des grands adversaires. Mais après, ils sont devenus des partenaires. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un moment de vie qu'il faut laisser, laisser faire couler, tel quoi. que. Voilà. Et ça montre votre grande sagesse. Et cette sagesse, vous traduisez cette sagesse dans vos proverbes, mais des citations. Vous êtes le roi des citations. Au Cameroun, quand on manque d'inspiration, on s'en va taper sur Google citation de M. Blé. Citation de M. Blé. Au moins ça, voilà. Parce qu'on était là, bon, Hegel a dit, Platon a dit, et puis qui encore? Socrate a dit. Jamais on va te dire ce que ton grand-père a dit. Donc moi, tout ça, ça fait partie de la philosophie africaine. D'où vient l'inspiration, le parcours de vie? L'Africain dit quoi? D'où vient cette inspiration? C'est le parcours de vie qui fait que... Oui, il y a le parcours de vie et puis il y a la philosophie politique qui m'accompagne. Moi, je suis africain. Et à un moment, je me dis, mais attends, on ne fait que boire la pensée des autres. Avec leur pensée, ils nous formatent. Nous, qui fait la promotion de notre pensée? C'est ça. Et donc, ok, j'ai au moins une voix qui porte. Il faut que je fasse la promotion des pensées africaines. Ouais. Donc, vous allez voir encore là, c'est les jeunes Africains qui vont vous dire,
Mais il fait trop de proverbes. On ne développe pas un pays avec des proverbes. Je dis, regardez-moi des petits complexés. Regardez-moi des petits complexés comme ça. Regardez-moi des petits complexés. Manque d'estime de soi. Moi, je dis aux Africains, l'expression proverbiale, c'est africain. On doit l'assumer. Vous voyez, pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, il faut aller sous l'arbre. Ça, c'est africain. Vous avez noté? Ça, c'est africain. Si tu as vu un plat fumant et délicieux sur une table, n'oublie pas qu'il y a une fumée qui a frappé une femme dans la cuisine. Tout ça, c'est comme ça. La prison, c'est comme la piscine, ça fait le tour, ça. Voilà, tant que tu as tes pieds dans l'eau, il ne faut pas maudire le crocodile. Entendeur entend. Hein? Tout ça, c'est africain. Ouais. Hein? C'est ça, quand le poisson sort de l'eau et qui te dit que le caïman a mal à la tête. Il faut croire, hein? Il faut croire. Il était dans l'eau. Tout ça, c'est africain. Voilà. Non, en tout cas, nous, on ne s'en plaint pas. Enfin, il y a beaucoup qui s'en inspirent même pour donner des leçons. Là, on a fini le recueil. On a fini le recueil, signé le contrat avec l'éditeur. D'accord. Il y a un livre qui va suivre. Oui, le recueil va sortir là dans quelques semaines. C'est Mon grand-père m'a dit. 31 proverbes, 31 leçons de vie. Super. Alors, ce que nous faisons, nous énonçons le proverbe, nous expliquons, nous donnons l'explication du proverbe de manière contextuelle, ensuite de manière impersonnelle, et puis à la fin, la leçon de vie qu'on en tire. Oui. Quand vous sortez de ce recueil, vous êtes mouillé de sagesse. Il y a une version il y a un livre que je lis bien, La loi du pouvoir de Robert Greene, qui a un peu ses pensées, cette vision de la vie et du pouvoir. Vous avez déjà lu le livre? Non, du tout. Non. Mais ça ne se rapproche pas du tout. Hein, mais il y a cette façon de traduire les choses et d'expliquer les choses qui, quand vous m'expliquez le vôtre, j'ai fait le rapprochement. Alors, les citations, c'est une partie de vous et c'est aussi une partie de vos réseaux sociaux parce que tout part de là et ça m'amène à vos rapports avec ces réseaux sociaux. À quel moment on rentre, vous revenez en 2022, vous êtes connecté à Facebook, à quel moment vous entrez sur les réseaux? D'abord, il faut savoir qu'en prison, on n'a pas accès à Internet bien sûr. Surtout à la Cour pénale internationale, contrairement à ce que les un peu croient, ou dans des prisons africaines, vous pouvez cacher un portable là. Oui. Ça n'existe pas à la Cour pénale internationale. Parce que vous êtes fouillé jusqu'au peigne fin. Donc, bref, moi j'étais là. Souvent, quand on va aux audiences avec mes avocats, je les voyais. Il dit, mais c'est quoi? On m'a expliqué un peu. Il dit, ah, ok. Et j'ai convoqué ma responsable en communication. Elle est venue me trouver à la CPI. Elle dit, mais on m'a parlé de Facebook. Ouais, c'est quoi tout ça? Donc, elle m'a expliqué. Elle dit, bon, écoute, tu ouvres une page pour moi. Tu crées une page pour moi. Elle dit, mais comment tu fais? J'ai dit, non, d'ici, je t'appellerai au téléphone. Je vais te dicter chaque fois. Ça se passe? Tu vas animer la page. Toi, tout ce que tu as à faire, crée la page. Moi, je t'appelle, je te dis que mets ceci, mets cela. Tu mets. Donc, pendant que j'étais en prison, cette page a existé plus ou moins. Vous voyez? Il y avait une vision derrière tout ça. Oui, parce que moi, j'étais convaincu que moi, je sortirais de là. Donc, quand je sors, il faut certifier la page. Je n'ai pas pu. Donc là, maintenant, vous allez voir que j'ai dû laisser tous mes followers et j'ai créé une nouvelle page. Oui. Charles Blé Goudé. C'est ça, Blé Goudé Charles officiel. Blé Goudé Charles officiel. Et il faut se mettre... Il faut s'adapter. À l'époque. Voilà, à l'époque. En plus, vous êtes proche, vous êtes le président des jeunes, donc forcément, ça va avec un peu. Donc là, j'ai une page, j'aime bien créer un peu de contenu. J'aime bien m'éloigner de la politique pour essayer de rentrer dans les habitudes. Et c'est ce que j'essaie de faire, même pendant la CAN. C'était incroyable. Non, mais c'était incroyable. C'était magnifique pendant la CAN. J'ai même été convoqué par le COJEP. Et ils me critiquaient en cachette. Mais qu'est-ce que le président fait comme ça? Il faut l'arrêter. C'est un président. Alors, il y en a qui m'ont envoyé un ticket VIP. Oui. Avec une chemise... le pagne de la canne. Il me dit, tu es un président. Tu dois aller au VIP. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais là-bas comme ça. Et puis, il est parti. Vous allez redescendre. Moi, j'ai envoyé quelqu'un pour m'acheter mon t-shirt. Et ma casquette. Donc, j'ai appelé mon ami Angelo Kabila. J'ai dit, Kabila, est-ce que tu as des tickets de 10 000, 10 000? Il dit, mais tu vas faire quoi avec ça?
J'ai dit non, moi j'ai les tickets VIP. Moi, ils te donnent. Toi, tu me donnes les tickets 10 000, 10 000. Les tickets de tout le monde. Il dit, t'es sérieux? Il dit, oui, mais tu es où? Je dis, viens, il m'a donné mes tickets. Je lui ai donné les tickets VIP. C'est ce côté décomplexé là. Moi, je voulais, je sais pas moi, je voulais vivre cette histoire avec ce peuple, ensemble en train de crier, on est mélangés. Vous voyez? Et on jouait contre le Nigeria, non? On était mené 1-0. C'est ça, non? Et ce jour, je suis allé avec mon fils. Donc, à la mi-temps, tous les Ivoiriens étaient... Moi, je leur ai dit, les gars, on va gagner. Moi, je vous dis ça, on va gagner ceux-là. Osimhen, il va voir. Son appareil là, on va enlever ça. Quand on finit, il y a un Ivoirien qui lui prend des présents. Je peux te parler? Je dis oui. Donc, il me prend de côté. Il dit, tu sais, nous, on te croit beaucoup. Mais là, il faut arrêter de nous mentir. Les gens sont en train de nous gagner, nous dominent. Comment tu peux dire ça? Moi, j'aimais bien ce petit moment-là. Voilà, et c'est ça, c'est ce que j'aime. Ça a fait le bonheur, pas que des Ivoiriens, des Africains. Hein. On vous a vu très décomplexés. Ça fait plaisir ce rapport à la politique, mais décomplexé, un genre tout nouveau pour certains. Vous avez joué contre le Sénégal, non? On a joué le Sénégal? On a joué contre le Sénégal? J'ai dit, vous avez joué contre le Sénégal à Yamoussoukro. Oui, à Yamoussoukro, oui. Cameroun-Sénégal. Donc, moi, je me soutenu mes gars. Moi, je me soutenu le Cameroun. Sauf que vous êtes en vert. Et le Sénégal Donc, moi, je rentre au stade, moi, ici assis. Et puis, le Sénégal marque un but. Je vois qu'autour de moi, tout le monde s'élève et ça crie. Les Sénégalais, là, ils m'ont reconnu. Je me suis assis pendant 2-3 secondes et j'ai vu que tout le monde dedans. Moi aussi, je me suis levé, j'ai commencé à crier. Ça m'a échappé, ça. Et nous, on a vu ça même. Et il y a un qui me dit, mais toi, tu supportes quelle équipe? J'ai dit, moi, non, moi, je supporte l'Afrique. Il dit, non, arrête. Ça, c'est le Cameroun qui joue contre la Côte d'Ivoire. Toi, tu supportes quelle équipe? Il faut décider. Mais je supportais le Cameroun. J'étais tout malheureux, j'étais assis là. Et puis bon, ils ont gagné. Le Sénégal a gagné. Oh, quel triste match. Je me souviens de ce match. Moi, j'étais tout malheureux, j'étais assis là. Ouais, c'était un match très triste. Pardon, je m'en souviens très bien. Ah, c'était malheureux, en tout cas pour nous. On n'a pas pu vous chambrer comme on aime bien. Vous avez eu un peu de l'avance sur nous sur ce match. Mais en tout cas, vous avez eu l'avance sur le peuple avec votre vision, surtout pour le peuple de Côte d'Ivoire, avec vos scores et vos pronostics qui marchaient plutôt bien. Et c'était très bien. L'ambition avec les réseaux, c'est quoi? Vous allez continuer à alimenter les réseaux? Est-ce que ça va être redirigé vers quelque chose de plus... Non, mais il faut être en contact avec ceux pour qui on s'est engagé en la politique. Ce n'est rien d'autre que le peuple. Vous êtes déjà sur TikTok? Je suis sur TikTok. Et oui, voilà, je suis sur TikTok. Il y a des challenges à faire, hein? Je suis sur TikTok. Vous allez faire le challenge de Viviane, là. Non, nous, on a fini avec Viviane. Hein. Nous, on est à Geneva maintenant. Mais sur TikTok, le compte, c'est... Charles Bégoudé. Ah oui. Bah écoutez, abonnez-vous sur TikTok. Charles Bégoudé, s'il vous plaît. J'ai rien affiché, j'espère de... Voilà, non, c'était la cérémonie de remise des diplômes, donc c'est rien. Ça va, c'est bon. C'est rien. Et là, vous parlez de Geneva, voilà. Ah non, vous n'avez pas déjà fait le challenge. C'est tout à l'heure. C'est la Lyon. C'est la Lyon, champion. Les champions d'Afrique, je compte c'est la Lyon. Toi, tu vois que c'est comme... On va les gagner propre. Parce que tous ceux qui ont pris sur leur chemin là, ils sont venus. La prophétie. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui ont pris sur leur chemin, on va les vaincre. Parce qu'on veut de très loin. Éléphant de Côte d'Ivoire, ne te soulève pas, tu t'époses. Voilà. Tout à l'heure, on va se qualifier. On va aller au Maroc, on revient avec la coupe propre. Quoi? Pour le moment, de toute façon, c'est longtemps. C'est le temps de Geneva. Ah bon? Mais le compte là, c'est la vie. C'est une chaîne de télé. J'adore le compte. En plus, il y a tellement de vues, 37 000 vues pour la vidéo et des millions, enfin plus d'1 million de vues, j'ai vu. Hein, oui, il y a souvent des millions de vues. Ça va très loin. Vous bousculez les créateurs de contenu. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse même sur les réseaux, avec des contenus créés? Vous auriez un conseil à donner à ces jeunes sur les réseaux, vous diriez quoi? Ah oui, vous savez, on a besoin de sel pour donner de la saveur à la sauce.
trop de sel, ça gâte la sauce. Donc, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux de manière positive. C'est très important. Il ne faut pas en abuser pour des injures. Puis détourner la jeunesse de ce qui est essentiel. Moi, je vais dire ici aux jeunes que toute la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce ne sont que les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Même les vues que vous avez, pour ceux qui commercialisent, c'est autre chose. Hein. Mais tu peux avoir 10 000 vues. Mais tous ceux qui te regardent ne sont pas d'accord avec toi. Ça me rappelle, on avait un cousin là. Il traverse le village, tout le monde le regardait et lui il était fier. Pourtant, les gens le regardaient parce que en fait, son pantalon était déchiré par derrière et lui, il n'était pas au courant. Non, lui, au courant, c'est parce que les gens l'aimaient, mais c'était à cause de ça. Non, les gens peuvent venir te regarder parce que tu es ridicule. Ou je ne sais pas moi. Il faut utiliser les réseaux sociaux avec beaucoup de responsabilités. Ça peut aider. Voilà. C'est cool. Ce qui peut aider aussi, c'est votre brillant et exceptionnel parcours, vraiment. Ça peut édifier. Et si vous deviez prendre vos différentes expériences, quels conseils, cette fois-ci, par rapport à votre parcours politique surtout, donneriez-vous à la jeunesse, vous qui, en 2025, avez pour ambition de vous présenter à l'élection présidentielle avec votre parti de COGEP? Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, mon parcours était parsemé de beaucoup de difficultés. Par moment, tu penses que tout est fini pour toi. La dernière expérience, c'est la Coupe pénale internationale. Qui avait pour réputation d'être un lieu qui, quand on y va, on ne revient jamais. Moi, j'étais à la Coupe pénale internationale. Charles Taylor était là. Âgé de 111 ans, il a été condamné à 50 ans. Là, à côté de moi. Bosco Ntaganda était là, condamné aussi. Mais tout cela, on se congratulait, on se soutenait. Alors, ce que je veux dire aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains en général, mais comme je suis là dans le continent, aux jeunes Camerounais, les chocs, vous les aurez dans votre vie. Les difficultés, vous les aurez dans votre vie. Les obstacles peuvent se dresser sur votre vie, sur votre parcours. Là n'est pas le problème. Parce que c'est ça qui est la vie. Ce qui fait un homme et la grandeur d'un homme, c'est sa posture face aux difficultés. Vous avez le devoir, vous n'avez pas le choix de transformer les difficultés en opportunités. C'est là qu'on vous attend, comme moi je l'ai fait. Je suis en train de me reconstruire. Et quand votre adversaire va vous imposer le désespoir, accrochez-vous à vos convictions et ayez une vision. C'est comment je veux partager avec vous. Un leader, on ne le fabrique pas, il se construit. Et n'oubliez pas que c'est dans les difficultés que grandit le fromager. Tout ce qui s'obtient facilement n'a pas de valeur. Tout ce qui s'obtient dans la difficulté traverse le temps. Soyez fiers de ce que nous sommes et ne cédez jamais face à une difficulté. Vous n'avez jamais cédé et vous ne comptez pas céder parce que la difficulté, peut-être que vous allez encore rencontrer, vous rencontrez une particulièrement difficulté, c'est que vous n'êtes pas encore éligible à vous présenter, à être candidat pour une élection présidentielle, mais votre mindset et votre foi vous dit d'y aller et vous y êtes. Vous serez en 2025 candidat aux élections présidentielles. Est-ce que c'est un projet qui vous fait peur? Moi, d'abord, 2025, parce que beaucoup m'ont demandé, hein, 2025, 2020, 2030, ça, ce sont des chiffres dictés par les hommes. La montre appartient aux hommes. Le temps appartient à Dieu. Allez. Ceux qui ont condamné Nelson Mandela à perpétuité, l'ont maltraité en prison, n'ont jamais imaginé qui serait leur président. La reine d'Angleterre ne voulait même pas le sentir quand il était en prison. Mais quand Mandela sort de prison, ses ennemis d'hier, ses adversaires d'hier, ses bourreaux d'hier, se discutaient la date et l'organisation de son anniversaire. C'est ça.
la vie. Vous arrivez aujourd'hui à La Haye, vous avez une rue, vous avez un grand portrait de Nelson Mandela. Pourtant, c'était les Olandais qui étaient en Afrique du Sud. Là où on pense vous avoir enterré, considérez qu'on vous a sémé, germé. Mettre une matière en terre, ça peut vouloir dire l'enterrer. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on on sème aussi la matière. Elle peut pousser, elle peut germer. C'est ça. Donc cette histoire de inéligibilité, on l'a radié de la liste électorale, moi ça me fait rire. 10 jours avant les élections au Sénégal, Ousmane Sonko était un prisonnier. Il est en prison. Dans 10 jours, ce sont les élections au Sénégal. Ousmane Sonko est prisonnier. Son nom n'est pas sur la liste électorale. 10 jours avant les élections au Sénégal, Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, était un prisonnier. Son nom n'était pas sur la liste électorale. 10 jours après, l'un est prisonnier, l'un est président, l'autre est premier ministre. C'est ça la vie. Le premier d'aujourd'hui perd le dernier de demain. Et le dernier d'aujourd'hui perd le premier de demain. Les Américains viennent de corroborer ça. 36 procès pour Donald Trump. Qui n'est pas venu témoigner contre lui? Pendant la campagne, toute la nomenclature américaine était avec son adversaire. Des stars de musique jusqu'aux stars de basket. Tout le monde était avec son adversaire. Au moment où je vous parle, Donald Trump, là, il est président des États-Unis. Il n'a pas gagné que les voix populaires. Il a aussi remporté les grands électeurs. Mais avec une majorité écrasante. C'est ça la vie. Vous voulez quoi? C'est ce qui compte. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour cet objectif? Moi, tôt ou tard, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, président de la République de Côte d'Ivoire, on le prophétise. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Quel type de président serez-vous? À la cool ou bien vous serez un président différent, un peu plus cool ou non, là, le Blé Goudé que vous avez en ce moment ne sera pas du tout le même. Parce que là, on ne m'attend pas là, une fois que je suis président, sur des proverbes ou bien... Non. Les Ivoiriens attendront que je change leur vie, que j'impacte leur vie, que je trouve des réponses à leurs préoccupations. Et que ces réponses soient adaptées à leur réalité. C'est ça. Je ne ferai pas du prêt-à-porter. Je ne ferai pas du prêt-à-consommer. Mes réponses que je vais apporter à travers mon projet sont des réponses qui seront en conformité avec les réalités africaines, sans complexe. Super. Voilà. Et le rapport du président Blé Goudé au Cameroun sera un rapport tout aussi fraternel? Non, j'irai beaucoup en vacances au Cameroun. Ah. Parce que moi, j'aime beaucoup le Cameroun. Je serai ravi de vous accueillir. Oui, moi, j'irai beaucoup en vacances au Cameroun. Il faudra un partenariat particulier avec le Cameroun. Avec le Cameroun. J'aime beaucoup ce pays. Je leur dis vraiment merci encore. Merci à vous de nous avoir permis d'être ici. On a passé un moment, on ne voit même pas le temps passer, mais on sait que ça passe. Mais on a passé un moment édifiant, exceptionnel. Personnellement, je découvre quelqu'un d'unique avec voilà, son cœur fragile quand même un peu, et aussi sa conviction, ses convictions, sa foi, parce qu'il y a beaucoup de foi qui en ressortent, un parcours de vie unique aussi, mais aussi un entourage, que ce soit professionnel ou personnel, plutôt calme, plutôt détente. On est ici dans moins de sérieux, mais un peu un côté strict quand il le faut. Et dans cette émission, nous, on est aussi dans un peu strict, mais beaucoup plus à la cool. Et on va terminer sur une note très cool. C'est un petit jeu. On le fait pour sortir de cette émission. Et pour le jeu, moi, j'ai fait une petite battle Cameroun-Côte d'Ivoire. Hein? Il faut bien que... hein? Il faut bien que... Mais vous insistez, on vous gagne toujours. Non, vous ne nous gagnez pas. Vous nous gagnez où-même exactement? Hein? Parce qu'en sport, c'est nous. Quand on ne vous gagne pas, les autres vous gagnent à notre place. Alors, battle pour le jeu dans le Septalk, Cameroun-Côte d'Ivoire avec président Charles Blé Goudé. Alors, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on commence par la nourriture. Vous êtes plus foutou sauce graine ou taro sauce jaune? Vous connaissez le taro sauce jaune? Oui, j'ai dit que j'étais chez vous. Vous mangez avec les doigts ou la cuillère? Non, moi je mange toujours avec la main. La main? Oui. Parce que le taro, il y a l'incline. Vous connaissez ce qui se passe avec le taro? Dis-moi, expliquez-moi. Ah, vous ne connaissez pas très bien? Non, mais expliquez-moi quand même. C'est comme je peux connaître, peut avoir des limites. On incline la tête, ça c'est très important. On incline la tête comme ça? Si tu n'as pas cette position pendant que tu manges le taro, ce n'est pas assez bon.
Ah oui. Il faut pencher la tête. Pencher la tête. Un doigt, pas beaucoup. Un doigt. Un ou deux. Oui. Puis, le geste est bon. Là, on est dans le bon geste. Oui. Au fur et à mesure. On laisse tous les cales. Il y a beaucoup d'obstacles dans le tarot sauce jaune. Un peu de poisson, un peu de viande, un peu de tout. Donc, on met souvent de côté pour, à la fin, voilà, savourer. Et il faut lécher. Hein. Vraiment, le plat doit être... Si on a servi le tarot dans le plat blanc, il faut que ce soit blanc à la fin. À la fin. Ça, c'est le tarot sauce jaune. Je sais que le foutou se rapproche un peu parce qu'on est aussi dans... Oui, là, il y a tout, le foutou, mais avec le geste qu'on fait comme ça. Vous savez pourquoi c'était facile? Parce qu'ici, il y a des sauces qu'on appelle, par exemple, le sioko. Sioko. C'est une sauce bouillante comme ça. Oui, un peu comme le cuit. Il faut savoir le couper. Ah Oui, il faut savoir le couper. Sinon, tu vas traîner ça comme ça. Un peu comme le cuit chez nous. On a un truc comme ça aussi. Donc, vous choisissez quoi? Nathalie, j'entends des rires. On est déjà à table, là. Le poulet bas. Le poulet bas. Voilà, le guéri là. Il y a aussi le poulet bas. Le poulet bas. Oui, il faut savoir le couper. Il y a des Donc, je sais que ce sera facile pour moi. Mais bon, comme j'aime découvrir, donc je peux me vouloir manger le tarot avec la sauce jaune. Foutou sauce jaune, foutou sauce graine ou tarot sauce jaune alors? Non, le tarot sauce jaune, c'est parce que j'aime bien découvrir. Tarot sauce jaune. Moi, c'est foutou sauce graine. Vraiment, j'ai déjà beaucoup mangé le tarot. Donc voilà, on va échanger. En sport, on a l'entraîneur Emers Faye ou Rigobert Song-Mahanak. Pendant la CAN, c'était nos entraîneurs de la CAN. Oui, moi j'ai beaucoup plaidé pour... On s'est beaucoup battu ici. Parce que ce n'était pas la personne d'Emers Faye. Vous voyez? Mais voilà un entraîneur. Il était l'adjoint. L'autre a abandonné l'équipe en pleine noyade. Et puis après, on est qualifié par une victoire du Maroc. On veut nous ramener Hervé, comment il s'appelle? Hervé Renard. Non, mais je suis que tout le monde, on n'était pas d'accord. Parce que le meilleur ne vient pas d'ailleurs. Le meilleur est là avec nous. C'était le moment pour prouver que nous étions capables d'entraîner nos équipes. La preuve, à la fin, on a pris la Coupe d'Afrique avec Faye. Donc? Je l'ai choisi, mais Rigobert Song, il est parti d'une manière que je n'ai pas aimée. Parce que ce sont ces gens qui sont un symbole pour notre football. Et pour moi, il faut savoir leur donner une bonne porte de sortie et savoir les utiliser. Et ça donne de l'espoir aux générations futures. Mais quand vous gérez mal propre star, quel est l'exemple que vous donnez? C'est comme ça que je ne supporte pas souvent le coup que Eto'o-Fils prend. Je ne connais pas en tant que tel, mais moi je vous demande pardon. Ne tuez pas des légendes. Ne tuez pas nos légendes, s'il vous plaît. Regardez quand je regarde certaines chaînes européennes, pour ne pas faire de publicité. La plupart des légendes sont des chroniqueurs là, qui sont payés, qui sont entretenus, qui sont propres. Et ça donne de l'espoir aux d'autres générations. Mais nous, on écrase nos légendes. Je ne connais pas le fond de la question, mais moi, je vois la légende. C'est comme Didier Drogba chez nous. C'est un fétiche. Tu touches à Didier, toi-même à la minute, tu sais ce qui va t'arriver. C'est la même chose pour Eto'o. Prenez-le comme ça. Oui. Et pour Rigobert Song. Pareil. Rigobert Song. Tu fais comment pour le dépasser? Toi, tu vas passer par où? Donc, je lui souhaite vraiment une bonne chance pour relancer sa carrière d'entraîneur, parce que la manière dont vous sortez peut vous tuer. Et après, il devient quoi? Rappelons-nous ces bons moments. Qu'ils soient Camerounais, qu'ils soient des Sénégalais comme les Diouf et autres, comme l'Abedi Pelé au Ghana. Rappelons-nous ce que ces gens nous ont fait vivre comme des bons moments. Ne retournons pas seulement de mauvais moments. C'est bien dit. Ok, donc musique, Lady Ponce ou José. Vous connaissez Lady Ponce? Je connais Lady Ponce, je connais José. Il faut éviter de faire des choix avec ces légendes montantes. Oui. Vous voyez? Mais si ça me demande de choisir la musique camerounaise, vous savez que vous avez colonisé? Le bon Makossa? Non, avec Moni Bilé, avec Sam Fantomas. Ça, c'était le bon moment du Cameroun. Le rythme? Ah non, c'est envoûtant, quoi. C'est envoûtant. Moi, j'aime bien la musique camerounaise. Ouais. Voilà. José, c'est... Vous savez, il y a une chanson de José que moi j'aime. Tout laisse. Tout laisse, hein?
Toulès. Ça, c'est adressé aux gens ou bien c'est vraiment que la musicalité vous... Non, mais... C'est le message surtout? Non, à vrai dire, c'est le message. Ouais. C'est un message de vie. Toulès, faites attention. Toulès. Faites attention à ce que vous faites aujourd'hui. Ça peut vous rattraper demain. Rien n'est éternel. Super. Le général Makosso ou David Eto'o. Vous connaissez bien David Eto'o? J'ai entendu parler de lui. Il y a deux types d'influence. Il y a le général Makosso qui est vraiment l'influenceur qui prend position, qui dit des choses pertinentes, qui est vraiment sur le toit des réseaux en Afrique et même ailleurs. Il y a David Eto'o qui est plutôt dans le good mood. C'est un peu le petit frère préféré des Camerounais. Et il est dans la légèreté. Bon, quand je dis la légèreté, c'est plus sur le côté fun. Donc, quel type d'influence Je connais plus Makosso. C'est un ami à moi. Voilà. Je ne peux pas cacher ce qui est auprès de moi. J'aime bien Makosso. Super. Voilà. Œuvre littéraire. On a Ville Cruelle, que vous connaissez certainement, des Aboto, Mongo Betty, qui était Zaboto à cette époque. De l'Enfer, Je reviendrai, de Charles Blé Goudé. Vous choisissez. Mais attends, regardez ce que vous faites. Non, De l'Enfer, Je reviendrai parce que ce livre a été écrit dans un contexte particulier, un contexte carcéral. Et puis, moi-même, ça me donnait la force. C'est comme une prophétie. Oui. Et vous voyez, de l'enfer, je suis revenu. C'est vrai. Donc, de l'enfer, je reviendrai. Un livre qui porte une émotion particulière. Oui, une émotion particulière. On comprend, on comprend. On va passer aux citations célèbres. Ça ne pouvait pas échapper. On a traité bien chaque partie de votre serviette. Car la partie qui a essuyé vos fesses aujourd'hui va certainement essuyer votre visage demain. Ça, c'est de Robert Mugabe. Et on a réclamé les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Parce qu'ils savent que celui qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie, ils le savent. Ça, c'est de Charles Blé. Non, mais je vais reformuler la pensée de doyen Mugabe. Monsieur Mugabe, le président. Il vous demande de bien prendre soin des tâches de votre serviette parce que ça peut vous aider demain. Voilà. Moi, je dis c'est le jour où les herbes envahissent la cour de nouveau qu'on regrette le mouton qu'on a chassé pour une simple peau de banane. Est-ce que tu as compris la chose? Je reprends. C'est le jour où les herbes envahissent la cour de nouveau. Oui. Qu'on regrette le mouton qu'on a chassé pour une simple peau de banane. Lui qui pouvait remettre la cour propre. Oh là là. On a le serviette versus mouton ça, là. C'est ça. Là, franchement, on a si le dernier Mugabe était en vie, j'allais le rencontrer, on allait ça. Confronté, il n'est plus. On a perdu, c'était un grand président, un grand homme, un grand penseur. On a beaucoup aimé. Architecture. Vous êtes plus palais de l'unité. Vous avez déjà été au palais de l'unité, Non. Palais camerounais. Vous l'avez déjà vu? Quand je suis allé, j'ai plutôt été reçu par votre Minat. Minat, oui. Voilà, mais bon, je ne suis pas parti au palais. Mais vous avez déjà vu des photos. Oui. Ce beau palais, si beau. Vous préférez, en termes de goût, c'est vraiment là, on est sur des goûts architecturaux, ou le palais présidentiel du président en Côte d'Ivoire? Des deux palais, quel est le plus chic? Celui qui vous parle le plus, on va vous dire ça comme ça. Bon, ben, écoutez, je connaissais le palais de la Côte d'Ivoire avant. Mais bon, je crois qu'il y a eu quelques touches, je ne connais plus trop. Je préfère celui du Cameroun, qui a traversé le temps, qui n'a pas encore été touché, qui est resté comme ça. Et c'est ça les œuvres qui traversent le temps. Sur notre colline à Etoudi, ce palais dont on est si fier. Donc, on va terminer avec la politique, ça ne pouvait pas échapper ça. Vous êtes plus sur le président Paul Biya ou le président Alassane Ouattara? Cette question. Vous voulez dire quoi? Je préfère l'un ou l'autre ou qu'est-ce que vous voulez dire? Vous choisissez, ça dépend de votre vision. Ça peut être juste l'humeur ou bien la bonne humeur, ou l'humeur de l'un ou de l'autre, ou bien la pensée politique de l'un ou de l'autre, ou bien la vision politique, ou bien ce qu'il incarne sur le temps. Donc ça dépend vraiment de vos critères à vous. Des deux, qui est-ce que vous parlez le plus? Paul Biya est le doyen des doyens. Voilà, moi je suis allé au Cameroun, j'ai vu que au-delà des reproches qu'on peut lui faire, mais les Camerounais ont fini par l'accepter comme un papa. C'est ce que j'ai vu. Donc il ne veut pas le déranger. Et voilà. La position des Camerounais sur leur président est un peu paradoxale. Ouais.
Quand tu les vois sur la chaîne de télé, ils sont rigoureux envers les présidents des autres. Mais quand ça arrive sur le doyen Biya, ah non, il faut laisser ça. Donc, moi, qui suis-je? J'aime aussi le président Biya. Qui suis-je? J'aime le doyen aussi. Le doyen. C'est le doyen. Ouais. C'est le doyen, il faut forme venir. même peu importe l'opinion. Non, c'est le doyen. Il est là. C'est le doyen. Voilà. Et le président Alassane Ouattara? Non, mais moi, je suis un opposant au président Ouattara. Je ne le porte pas en haine. Voilà. Je ne suis pas de son école. Et je ne suis pas son partisan non plus. Voilà. Mais bon, je ne le porte pas en haine. Voilà. Il a posé des actes de développement. Voilà. Il a construit beaucoup de ponts en Côte d'Ivoire. Mais bon, il y a d'autres facettes et que j'aimerais qu'on améliore dans mon pays. Ouais. C'est pourquoi je suis en politique. Ouais. Sinon, je serais un parti.